On va voir maintenant les ovaires. Les ovaires sont des organes génitaux féminins. Ce sont des organes génitaux féminins. Ce sont aussi des organes amphicrines qui ont une fonction endocrine, une fonction exocrine. Il faut savoir que l'ovaire a une anatomie spécifique. Il est constitué à la naissance, il est constitué par un ensemble de follicules. D'accord? Ces follicules contiennent quoi? Ils contiennent des cellules folliculaires qui entourent des ovocytes, Donc un ovaire, il contient une médulla et un cortex. Au niveau de ce cortex, on dit des follicules. Il y a des milliers de follicules dans chaque ovaire. Bien sûr, l'ébauche des ovaires ou l'ébauche des cellules sexuelles féminines apparaît qui fait à la 4e semaine, vers la 3e à la 4e semaine du développement embryonnaire. Au niveau de l'ammontoïde ou de la membrane vitéline, de la vésicule vitéline, où il y aura des précurseurs qui sont les ovocytes primordiaux. Les ovocytes primordiaux vont migrer vers l'ébauche des organes sexuels, et puis ils vont commencer à réaliser des multiplications, des mitoses et des méioses, jusqu'à la naissance. Il faut savoir qu'entre le 5e au 7e mois et entre la naissance, il y aura une perte importante de ces précurseurs. Je n'ai qu'un million d'ovocytes au niveau de chaque ovaire à la naissance. Ces 1 million, ils vont encore disparaître entre la naissance et la puberté, et chaque ovaire environ à la puberté possède un stock de 400 000 ovocytes à la puberté. 400 000 ovocytes. Très bien. À la puberté, il y aura une sécrétion, il y aura une explosion hormonale. Cette explosion hormonale, elle va faire en sorte qu'il y ait une sécrétion de GnRH, de LH, de FSH, qui va m'établir, comme chez l'homme, l'apparition des caractères sexuels secondaires. La mue de la voix ne va pas changer. Il y aura un changement de la répartition des graisses. L'homme avait une répartition des graisses au niveau du ventre, et la femme, elle aura une répartition des graisses au niveau des cuisses et des fesses. Donc, elle aura un aspect qui est gynoïde. L'homme, il a un aspect androïde en pomme, on dit en pomme, et la femme, elle a un aspect gynoïde en poire. Les membres inférieurs. Très bien, donc sa voix ne va pas changer, elle va aussi avoir une augmentation de la taille des seins. Ça, c'est l'apparition des organes, des caractères sexuels secondaires. Les caractères sexuels primaires vont aussi se différencier chez la femme. Il y aura aussi un début de la fonction endocrine qui va être permise, ou qui va apparaître par l'apparition du cycle menstruel, le fameux cycle menstruel. Il faut savoir que la femme, sa vie génitale, elle est organisée en cycles. Il n'existe pas seulement un cycle menstruel ou un cycle de l'endomètre. Il existe un cycle menstruel, un cycle de l'endomètre, il existe un cycle de la glaire cervicale, il existe un cycle vaginal, il existe un cycle hormonal. D'accord? Il existe un cycle hormonal. Je n'ai rien oublié. Donc, cycle de l'endomètre, cycle vaginal, cycle de la glaire cervicale et un cycle hormonal. L'activité génitale féminine est caractérisée par son organisation cyclique. L'activité cyclique, c'est un cycle qui dure un mois, qui dure 28 jours. Qu'est-ce qui se passe au cours du cycle menstruel? Comment est organisé le cycle menstruel? J'ai une sécrétion de la FSH. Il faut savoir que l'ovaire, on va d'abord parler de l'ovaire. L'ovaire est constitué par plusieurs parties, d'accord? Il y a une partie qui s'appelle granulosa. Au niveau de chaque follicule, l'ovaire est constitué par un ensemble de follicules. Le follicule est constitué par un ovocyte entouré par des cellules folliculaires. Les cellules folliculaires vont s'organiser autour de mon ovocyte 2 bloqué en métaphase 2, parce que vous savez très bien que l'ovocyte, au cours de sa maturation, il subit 2 blocages. Un blocage sous forme d'ovocyte 1, puis un deuxième blocage à la puberté. Il sera bloqué sous forme d'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. L'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 ne reprend pas sa division que s'il y a fécondation. Donc dans les ovocytes qui sont dans l'ovaire, il y a des ovocytes 2 bloqués en métaphase 2. Dans chaque follicule, les ovocytes 2 bloqués en métaphase 2, ils sont entourés par différentes couches, par la zona pellucida, par le cumulus oforus, d'accord, par le cumulus oforus,
par la granulosa, par la teque interne, puis par la teque externe. Donc, il faut savoir que j'ai certaines structures. La plus interne, dont je parle, je vais vous parler de 3 structures, la granulosa, la teque interne et la teque externe. La granulosa, la teque interne et la teque externe. La granulosa est constituée de cellules folliculaires, c'est la partie la plus interne. Elle est située en dehors de la zona pellucida, et du cumulus ovorus. Le cumulus ovorus est aussi constitué par des cellules folliculaires, ce n'est pas important. L'essentiel, vous avez une granulosa, et puis en dehors de la granulosa, vous avez une teque interne, et en dehors de la teque interne, vous avez une teque externe. La teque interne et la granulosa vont être impliquées dans la synthèse hormonale. La teque interne et la granulosa vont être impliquées dans la synthèse hormonale. La teque interne va synthétiser des oestrogènes, et la granulosa va synthétiser des progestérones. La teque interne est responsable de la synthèse des oestrogènes. La granulosa est responsable de la synthèse de la progestérone. Très bien. Il faut savoir que la synthèse des oestrogènes et des progestérones est différente selon le cycle menstruel. Qu'est-ce qui se passe? Au début du cycle menstruel, j'ai une quantité de GnRH. Tout commence au niveau du GnRH. Oui, le GnRH commence à être sécrété. Quand il est sécrété, il stimule plutôt la FSH. D'accord? Il va stimuler la FSH. La FSH va stimuler les follicules. FSH, pourquoi elle s'appelle FSH? Follicular Stimulating Hormone. La FSH va stimuler les follicules. Les follicules. Très bien, les cellules folliculaires. Elle va stimuler les cellules folliculaires pour augmenter leur nombre et commencer la maturation. Très bien, au cours de la phase folliculaire, c'est-à-dire la follicular stimulating hormone, il y aura une synthèse d'œstrogène. Il y aura une synthèse de quoi? D'œstrogène. Il y aura une synthèse d'œstrogène. Très bien. Il y aura une quantité d'œstrogène qui augmente progressivement. Cette quantité d'œstrogène, elle commence à s'élever, mais reste faible. Et puisqu'il faut savoir que les œstrogènes à quantité faible inhibent la GnRH et la FSH. Est-ce qu'on est d'accord? Les œstrogènes en quantité faible inhibent la FSH et la LH. Les œstrogènes en quantité faible inhibent la FSH et la LH. C'est la première phase du cycle œstrogénique. La quantité d'œstrogène, elle inhibe le FSH, mais le FSH essaie de lutter. Comme vous êtes en train de lutter, de patienter, d'attendre patiemment que cette séance finisse pour que vous puissiez sortir. Les FSH, aussi sous l'action de la GnRH, sont patients et continuent à stimuler les œstrogènes. Hop, il y aura la deuxième phase du premier cycle. La première phase du cycle, avant 14 jours, la quantité des œstrogènes va augmenter et elle va être plus élevée qu'un certain seuil. Et quand elle va être plus élevée qu'un certain seuil, au lieu d'inhiber la FSH et la LH, elle va les s'activer. Elle va avoir un feedback positif. Du feedback négatif, l'œstrogène va se transformer en un feedback positif. Et il commence à stimuler. La FSH et la LH. Il y aura un pic LH. Et le pic LH, il est responsable de l'ovulation. Donc il y aura ovulation à J13, j'ai le pic LH. Et 24 heures après, vers J14, j'ai une ovulation. Donc le pic d'œstrogène précède le pic de LH. C'est le pic d'œstrogène qui réalise un rétrocontrôle positif qui est responsable du pic LH. Lorsqu'il y a pic LH, il y a ovulation. L'ovulation, qu'est-ce qui subit l'ovulation? C'est le follicule de De Graaf. C'est le follicule mûr de De Graaf. Le follicule mûr de De Graaf va expulser l'ovaire, ou l'ovaire va expulser l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2, et cet ovocyte 2 bloqué en métaphase 2, il va être récupéré. Par le pavillon des trompes de Fallope qui est en train de réaliser des mouvements d'aspiration au niveau de l'ovaire pour chercher cet ovocyte 2 avec quelques cellules du cumulus ovorus et avec la zona pellucida.
D'accord? Donc il y aura récupération de cette ovule. Très bien. Le follicule mûr de 2 graphes, une fois expulsé l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2, il se transforme en corps albicans, en corps blanc, Le corps blanc va continuer à subir la LH. Le corps blanc va continuer à subir la LH. La LH, comment elle s'appelle? Luteinizing hormone. La luteinizing hormone va être responsable de la transformation du corps blanc en corps jaune. Le corps jaune ou corps progestatif est responsable de la synthèse de progestérone. Il est responsable de la synthèse de progestérone. Ce sont les cellules de la granulosa du corps jaune qui vont synthétiser la progestérone. Ce sont les cellules de la granulosa du corps jaune qui vont synthétiser la progestérone. Cette progestérone, elle est très importante. On va voir son rôle. Maintenant, je veux que vous sachiez une chose, que la LH, elle va stimuler la progestérone. Le corps, comment je l'appelle, le corps jaune va avoir 2 devenirs. Soit il n'y a pas de fécondation. Il n'y a pas eu de rapport sexuel, il n'y a pas de fécondation. Il va persister 14 jours, le corps jaune. Il a une durée de vie bien définie. Il vit 14 jours au cours desquels il va réaliser son effet progestatif. Il va aller au niveau de la paroi fonctionnelle ou de la couche fonctionnelle de l'endomètre. Il va activer la synthèse et la maturation de la couche fonctionnelle. Oui, les vaisseaux sanguins deviennent spiralés. Oui, il y aura un œdème du tissu conjonctif. Oui, les glandes exocrines vont augmenter leur synthèse de glycogène et de lipides. Pourquoi? Pour préparer une éventuelle grossesse. Au bout de 14 jours, il n'y a pas de grossesse, il meurt. Et quand il meurt, il y a une chute du progestérone, et des oestrogènes. Et cette chute du progestérone et des oestrogènes, elle va stimuler la paroi ou la couche fonctionnelle de l'endomètre. La couche fonctionnelle de l'endomètre, elle recevait de la progestérone. Et cette progestérone l'a stimulée pour une trophie, pour augmenter sa taille, augmenter le nombre de cellules, augmenter la synthèse de glycogène. Il y a une rupture brutale de la quantité de progestérone. Les cellules vont se desquamer. Les cellules n'ont pas d'hormones qui leur permettent d'être stimulées. Ils ne sont plus stimulés. Ils vont se détacher. Il y aura un saignement. C'est les fameuses règles. C'est les menstruations. Donc les menstruations sont en fait le résultat de la desquamation ou de l'arrachement de la couche fonctionnelle d'endomètre parce qu'il n'y a plus de progestérone. Et je vous avais dit que les gynécologues, les assistants ou la séance de stéroïdes, lorsque une femme n'a pas de règles, ils disent la progestérone, du fastan pendant une période, du fastan, ils disent les règles. C'est très faux, il ne faut pas faire ça. Pourquoi il ne faut pas faire ça après la séance? D'accord? On essaie de gagner du temps. Comme dit tout à l'heure, l'essentiel c'est le cycle menstruel. S'il y a eu grossesse, l'ovocyte, le zygote qui a été formé, il va stimuler le corps jaune et le corps jaune va persister. Il va rester pendant 3 mois. 3 mois à sécréter la progestérone et les oestrogènes. Au bout de 3 mois, le placenta, le syncytiotrophoblaste sera assez mûr. Le syncytiotrophoblaste du placenta sera assez mûr pour donner les hormones sexuelles et le corps jaune va disparaître. Il va disparaître. Est-ce que c'est clair? Ça c'est les ovaires. C'est le cycle menstruel. Il y a aussi un cycle au niveau de l'endomètre. Au niveau de l'endomètre, comme il y a une phase de prolifération, c'est la phase œstrogénique. Une phase de maturation, c'est la phase œstroprogestative. C'est la deuxième phase du cycle. Au niveau de la glaire cervicale, j'ai aussi 2 phases du cycle. Une phase pré-ovulatoire, où la glaire cervicale, elle est filante. Elle est filante et elle est abondante. Elle atteint son maximum de sécrétion lors de l'ovulation. Après l'ovulation, elle va devenir dense et épaisse. Sous l'effet de la progestérone. Pourquoi elle devient dense et épaisse? Parce qu'il y a eu ovulation. Il y a risque qu'il y a eu fécondation. Donc je ne dois pas laisser d'autres spermatozoïdes entrer. Je deviens épaisse et les mailles deviennent très étroites. Les mailles de la glaire cervicale deviennent étroites. Elles ne laissent plus passer les spermatozoïdes. Il y a aussi un cycle vaginal. Oui, le vagin possède des
des cellules qui, sur sa paroi, elles sont en maturation au cours de la phase préovulatoire. Après l'ovulation, elles ont atteint leur maturité. Voilà. Il y a aussi un cycle hormonal, c'est le fameux cycle au cours de la phase œstrogénique ou la FSH dépendante. Il y a une augmentation progressive de la FSH. La progestérone n'a pas encore augmenté. Il y a une augmentation progressive de l'œstrogène. L'œstrogène crée un feedback négatif sur la GnRH, sur la FSH et sur la LH. Hop, au 12e, 13e jour, il y a une augmentation, un pic d'œstrogène. Le pic d'œstrogène va être responsable du pic de LH. Il y aura un pic de LH. Le pic de LH est responsable de l'ovulation. Et après l'ovulation, il y aura une augmentation de la progestérone. Si le cycle n'est pas fécondant, la progestérone va diminuer à la fin du cycle. Et la diminution de la progestérone et des oestrogènes est responsable des menstruations qui apparaissent au début du nouveau cycle. Ça, c'est le cycle hormonal. On a terminé notre cours. On va lire maintenant ce qu'il y a la diapositive. Le cycle génital, la période d'activité génitale chez la femme est cyclique, on le sait. Maintenant, quand on va tout lire rapidement, quand on tombe sur une partie qu'on n'a pas expliquée, on va l'expliquer. Elle dure de la puberté à la ménopause. Contrairement à l'activité génitale chez l'homme qui est permanente. L'activité génitale est cyclique, vous suivez avec moi s'il vous plaît. Elle dure de la puberté, etc., etc. Le cycle génital est menstruel, il dure 28 jours en moyenne. En moyenne, il y a des femmes qui ont un cycle long, il y a des femmes qui ont un cycle court. Et c'est la majeure partie des femmes qui ont un problème de la fertilité, qui n'arrivent pas à concevoir. Parce que la période de fertilité. Il faut savoir que la période de fertilité de la femme, elle est située entre J-1 ou J+1 تاع l'ovulation. Donc, كي تحبوا تعلموك شي وحده وقتاش لا بيريود فيرتيل تاعها تقول لها مدام وقتاش يبداوك لي سيكل تحكمي وقتاش يبداك لو سيكل منسترويال كي يبداوك لي منسترواسيون تنقصي 14 يوم parce qu'il faut savoir que la phase à progestérone que la phase à LH elle est constante chez toutes les femmes ont une deuxième phase du cycle qui est constante. C'est la première phase du cycle qui change. Le corps jaune il vit 14 jours. Donc la deuxième phase du cycle elle est constante. C'est la première phase qui change. Donc تقولوا لها تحكمي les menstruations تاعك تنقصي 14 يوم كي تنقصي 14 يوم هذاك هو le jour de l'ovulation. هذيك هي l'ovulation. Donc il faut des rapports sexuels non protégés un jour sur deux entre J- et J+1. On bloque avec madame si vous n'avez pas d'autres pathologies. Il dure 28 jours, la menstruation dure 5 jours, donc kiff en moyenne, et l'ovulation se fait au 14e jour. Oui. Très bien, cela dépendra de la durée du cycle. Toujours le cycle génital, il existe des cycles courts, 25 jours, des cycles longs qui arrivent 30 jours, parfois plus. On peut même arriver dans certaines pathologies à la fameuse spanioménorrhée, jusqu'à l'aménorrhée, dans les fameuses maladies, le syndrome des ovaires polykystiques. Vous en connaissez des femmes qui ont un SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Vous connaissez la physiopathologie? Non. Si vous voulez qu'on en parle plus tard, monsieur Dokan. Le premier jour du cycle est le premier jour des règles. Excellent. Le cycle ovarien. L'ovaire a une double fonction. Une fonction exocrine, c'est la formation de l'ovule. Une fonction endocrine, c'est la sécrétion des oestrogènes et de la progestérone. On a parlé de tout ça. Ces deux fonctions sont sous la dépendance hypothalamo-hypophysaire. GnRH puis FSH et LH. D'accord. Le cycle ovarien comprend deux phases. La phase folliculaire, du premier jour du cycle jusqu'à l'ovulation. Au début de chaque cycle, un seul follicule primordial va subir la maturation pour se transformer en follicule de Graaff. Les cellules de la tête interne du follicule vont sécréter les œstrogènes. Cette phase est également appelée phase œstrogénique. Attention, ici, il y a une petite erreur. Attention. Au cours de la phase œstrogénique, mais chez un seul follicule, il y a sélection de 20 follicules en moyenne. 20 follicules évoluent, mais un seul est sélectionné. Un seul arrive à maturation. Elle a la femme qui a 400 000, il faut savoir que chaque mois, 20 follicules commencent leur maturation, pas un seul. Un seul la termine et les autres dégénèrent. Dans le SOPK, dans le syndrome des ovaires polykystiques, tous les follicules entrent dans la maturation.
ومن بعد كامل يلحقوا كيف au stade mature. كي يلحقوا كامل كيف au stade mature, l'ouvert تتلفلو. Il ne sait pas qui sélectionner. يقعدوا كامل هكذاك. Quand je fais l'échographie, je remarque des kystes. هذوك les kystes, c'est quoi? C'est les follicules. C'est les follicules que je n'arrive pas à sélectionner. Donc il y a des critères, on se les critères d'Amsterdam. Il faut plusieurs critères, 2 entre 3 critères, oui. Pour doser les follicules, pour calculer leur nombre. On peut les calculer par échographie, mais ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. À partir d'un certain nombre, si je le trouve inférieur à 5, la femme risque d'avoir une ménopause précoce. D'accord? Ça, quand le nombre de sélections qui نشوف انا كي ندير l'échographie ونبدا نشوف les ovaires كي نلقاهم هابطين بزاف, هذه c'est une femme à risque. Oui, on les calcule ماشي soit on peut remarquer les follicules, on peut dire c'est bien quand ils sont supérieurs à 5. D'accord? Si on détermine qu'il y a une diminution de est-ce qu'on peut extraire une extraction de Oui, on peut extraire et les conserver, oui. S'il y a un risque et que ce risque est établi et que la femme, elle peut se permettre. D'accord? Je ne sais pas. Il faut voir. Il faut chercher. Quand il y a des spécialistes de l'insémination, donc il y a, au cours de la maladie, au cours du syndrome des ovaires polykystiques, il y a un défaut de sélection. On appelle le défaut de sélection ovarienne. Très bien. On continue. Rapidement. 14e jour, ovulation. Phase lutéale, après le 14e jour, on avait dit qu'il y aura une sécrétion de LH. Le LH va stimuler la synthèse de progestérone. Et le progestérone va faire en sorte qu'il y ait une maturation et une différenciation de la couche fonctionnelle de l'endomètre. À la fin du cycle, le corps jaune va régresser. Il va régresser et on aura une baisse de la sécrétion hormonale d'œstrogène et de progestérone. Au niveau de la muqueuse utérine, c'est le cycle utérin. Pendant la première phase, l'épaisseur augmente, les glandes s'allongent, apparition d'une vascularisation, c'est la phase proliférative. Très bien, la deuxième phase, les glandes utérines commencent à sécréter, elles deviennent tortueuses, sécrétoires, elles sécrètent du collagène et des lipides. Les artérioles deviennent spiralées. C'est la deuxième phase, la phase sécrétoire. Donc la première phase de l'utérus, c'est la phase proliférative. La deuxième phase, c'est la phase sécrétoire. À la fin de la deuxième phase, la dilatation et rupture des artérioles spiralées entraînent une hémorragie avec élimination des couches superficielles de l'endomètre par desquamation. C'est les menstruations. Le début des menstruations correspond au début d'un nouveau cycle. À la fin des menstruations, il y a des contractions des artérioles qui entraînent un arrêt des hémorragies. On aura la régénération d'un nouvel endomètre et le cycle reprend. Toutes ces modifications sont mises en évidence par une biopsie de l'endomètre. Donc, je peux prendre l'endomètre, réaliser des biopsies J0, J1, J2, J3 et à chaque fois, je remarque les modifications. D'accord? Comment on appelle des douleurs au cours de la menstruation? Certaines femmes, ont des menstruations atroces. D'accord? Qui peuvent même les conduire à l'hôpital. Elles peuvent perdre conscience. Quand il y a nécessité de prendre la femme à l'hôpital, il faut la prendre à l'hôpital. On va consulter chez un gynécologue après. Une femme, à partir de la vie pubertaire, à partir de la puberté, elle doit consulter chez un gynécologue. On est d'accord? La consultation chez un gynécologue, il faut qu'elle ait lieu. Au moins une fois. Vous suivez, chaque femme doit avoir son gynécologue. La première consultation, c'est lors de la première grossesse, en général. D'accord? Parce qu'il faut savoir que quand le fameux cancer du col. On continue notre cours. Je vais voir s'il faut vous en parler. À la fin du cours. La deuxième phase, le cancer du col, il tue beaucoup de femmes. J'ai une tante, là, qui a le cancer du col. Et vous avez aussi des proches ou des parents qui mettent le cancer du col. Le cancer du col, il est tellement facile. Il y a 100 000 pour vous sauver une vie par le dépistage, par le frottis cervico-vaginal. Malheureusement, il est presque éradiqué en Europe. Des femmes continuent à mourir par le cancer du col. C'est très malheureux. Parce que c'est justement une maladie qui est évitable très facilement. Une femme, 30 سنة هاكي ديري لي الخوتي جيبيه
et je vais traiter. Malheureusement, beaucoup de femmes meurent encore à cause du frottis cervico-vaginal et elles souffrent le martyre à le cancer, etc., etc., etc. À la fin de la deuxième phase, à la fin de la menstruation, ce sera à la fin du cycle, il y aura début des menstruations et les menstruations correspondent à un nouveau cycle. Le cycle des effecteurs au niveau du col, kiff, on a un cycle du col de l'utérus où il y aura une modification de la sécrétion de la glaire cervicale. Au niveau de la muqueuse vaginale, c'est la même chose. On a une phase préovulatoire et une phase post-ovulatoire. Au cours de la phase préovulatoire, il y a une maturation des cellules de la couche vaginale. Et au niveau de la deuxième phase, il continue à proliférer. On retrouve de nombreuses cellules kératinisées dans la première phase. Dans la deuxième phase, il y a une sécrétion muqueuse. La température, oui, j'avais oublié de parler du cycle de température. Vous savez très bien que la température augmente lors de la deuxième phase. La température augmente lors de la deuxième phase. La température augmente. La femme, elle utilisait la température pour savoir où elle est ovulée. C'est de la folie. Chaque jour, elle prend sa température. Chaque jour. Elle est décrite dans tous les livres, mais il ne faut pas utiliser ça. Donc, il y a des tests de grossesse ou qu'il y a des tests d'ovulation. D'accord? Ou là, le calcul. Le calcul, c'est une très mauvaise méthode, même dans la contraception. La contraception, c'est un grand chapitre qui en gynécologie, en biologie. La contraception, la plus mauvaise, la pire méthode, c'est le calcul. Calculer, c'est la meilleure méthode de contraception. Très bien. Donc, les principaux indicateurs de l'ovulation sont la courbe de température qu'il ne faut pas utiliser, le frottis vaginal et la biopsie de l'endomètre, plus le calcul. Le fameux cycle, on en a parlé. Le cycle hormonal, les oestrogènes, on a le premier pic de sécrétion pendant la première phase, juste avant l'ovulation, et c'est ce pic d'œstrogène qui est responsable du pic de LH qui est responsable de l'ovulation. Et le deuxième pic, c'est au cours de la deuxième phase où j'ai une augmentation de la synthèse d'œstrogène et de progestérone. Les oestrogènes vont stimuler la prolifération des cellules de l'endomètre. Il y a une synergie entre l'œstrogène et la progestérone où les oestrogènes vont stimuler l'expression de récepteurs à la progestérone. Les oestrogènes vont stimuler l'expression de récepteurs à la progestérone pour stimuler l'action de la progestérone. Sur l'os, contrôle de la résorption des cellules osseuses et aide à la fixation du calcium sur les os. Elle aide à la fixation du calcium sur les os. Je vous avais dit que l'estrogène avait une action anti-ostéoporotique. Il avait une action anti-ostéoporotique parce qu'il empêche justement la résorption osseuse et favorise la minéralisation osseuse. Hydrate les tissus, c'est pas important. La progestérone, son rôle apparaît d'une façon importante au cours de la deuxième phase du cycle où elle est impliquée dans la maturation de la couche fonctionnelle de l'endomètre. Les hormones gonadotropes hypophysaires, ce sont les hormones qui vont me stimuler le cycle, principalement on a FSH, LH et la prolactine dont on va parler le cours grossesse et lactation, la lactation. D'accord? Ces taux vont changer en fonction de l'âge. Il est augmenté à la puberté. Il faut savoir qu'à la puberté, j'ai un pic de FSH et de LH qui va me stimuler la synthèse des hormones sexuelles. Donc j'ai un deuxième pic à la ménopause. Pourquoi? Vous voyez pourquoi j'ai un pic de FSH et de LH à la ménopause? Réfléchissez et dites-moi. Qui peut me répondre? Pourquoi à la ménopause j'ai un pic de FSH et de LH? Parce qu'à la ménopause, les ovaires perdent leur activité. Il n'y a plus de synthèse d'œstrogène et de progestérone. La quantité d'œstrogène et de progestérone chute. Et il y aura alors un feedback positif. Le FSH et le LH vont augmenter pour stimuler l'ovaire. D'accord? Pour stimuler l'ovaire. Très bien. Continuons. Au cours du cycle, la sécrétion va augmenter progressivement pour présenter le pic de LH juste avant le cycle.
et puis juste avant l'ovulation, c'est le pic LH qui est responsable de l'ovulation. Le taux de prolactine est très très bas pendant la première phase et augmente légèrement au cours de la deuxième phase. Il faut savoir que la prolactine est inhibée. La prolactine est inhibée par la progestérone et les estrogènes. La femme enceinte, elle n'a pas de lait les premières phases de la grossesse parce qu'il y a une inhibition par la progestérone et les estrogènes. À la fin de la grossesse, elle commence à avoir une sécrétion importante, la prolactine commence à augmenter et il y a une diminution de l'inhibition par les estrogènes et la progestérone. L'estrogène et le progestérone n'inhibent plus la prolactine augmente et l'augmentation de la prolactine va augmenter la synthèse lactée. Action des hormones épiphysaires toujours, et le FSH qui est impliqué dans la phase folliculaire et qui active la synthèse des œstrogènes, d'accord, il est impliqué dans la maturation des follicules et dans la stimulation de la synthèse des œstrogènes. Le FSH possède une action directe sur le follicule, il active le follicule et il stimule aussi la synthèse de l'œstrogène. La LH, c'est l'hormone lutéinisante, elle est responsable de l'ovulation, elle est responsable de la transformation du follicule albicans en corps jaune, elle est responsable des transformations en post-ovulation. La prolactine, c'est l'hormone de la lactation, elle stimule la sécrétion de progestérone. Vous voyez, la prolactine, elle stimule la progestérone, et la progestérone inhibe la prolactine. La régulation, c'est l'axe endocrinien, bien sûr. L'hypothalamus, par la GnRH, stimule l'antéhypophyse. L'antéhypophyse va stimuler par le FSH et la LH, va stimuler les ovaires. Elle va, au cours de la première phase, stimuler les cellules de la thèque interne, la première phase, pour synthétiser les oestrogènes. Au cours de la deuxième phase, les cellules de la granulosa pour synthétiser la progestérone. Très bien. Il existe bien sûr un rétrocontrôle où les oestrogènes et les progestérones exercent un feedback négatif sur le FSH, le LH et la GnRH. D'accord. En plus d'une régulation par le système nerveux central, le stress, ça c'est important, le stress, les troubles psychiques ont un effet inhibiteur sur la sécrétion de GnRH. De LH, il y a absence d'ovulation avec aménorrhée. Une femme qui subit un stress important, cette manifestation qui est l'absence d'ovulation, elle peut être due à un traumatisme psychique. D'accord ? On peut remarquer une aménorrhée après un viol. On peut remarquer une aménorrhée après un accident. D'accord ? Donc les troubles psychiques, vous voyez comment le stress il est impliqué comment il y a une relation entre le stress et ce qui est organique. Un stress psychique peut modifier le fonctionnement des hormones sexuelles. Et les femmes sportives aussi. Les femmes qui réalisent beaucoup d'activités sportives, il y a une certaine activation des androgènes, d'accord, et il y aura une inhibition. On peut remarquer une aménorrhée secondaire chez les femmes sportives. Chez les sportifs professionnels, d'accord. Chez les sportifs professionnels, on peut remarquer une aménorrhée. Très bien. Donc vous voyez, il faut maîtriser tout ça pour savoir mener une bonne anamnèse. Dit comme une femme pour une aménorrhée, il faut savoir comment l'aborder, quelles sont les questions à poser, etc. Vous allez apprendre cela, Inch'Allah, si vous faites bien la sémio, chose que je vous ai déjà conseillé, il faut bien faire votre sémio, mais avec ces arrière-pensées dès maintenant. Pensez à la clinique dès maintenant. Parce qu'en fin de compte, vous allez devenir des médecins. D'accord ? De la médecine. Les explorations, ce n'est pas la peine. On a des dosages dynamiques et des dosages statiques. Les dosages statiques, je dose directement l'hormone. Les dosages dynamiques, je prends l'hormone, je réalise des modifications et je redose. Et on va terminer avec ce cours.